Merci beaucoup de nous choisir, messieurs et dames. C'est parti pour ces magazines. Merci beaucoup de nous renouveler votre confiance. Nous sommes la prochaine télévision, votre magazine que vous aimez bien. Gros dossier. Pourquoi gros dossier? Parce que nous traitons les sujets qui concernent la République démocratique du Congo dans toutes ses facettes. Aujourd'hui, un seul invité, comme d'habitude, mais je suis seul. Mon jumeau, Sarif Moukindi, ne sera pas de la partie parce qu'il est empêché par d'autres occupations. Ce n'est qu'une partie remise. Nous vous présentons nos sincères excuses parce que vous êtes habitués à nous voir à deux. Aujourd'hui, je serai seul. Je suis Tom Sma Congo, le cerveau penseur au service du savoir. C'est avec moi que vous aurez droit à votre magazine Gros Dossier. Gros Dossier, nous en avons trois aujourd'hui qui feront la une, si vous voulez bien, de cette émission. Le premier dossier parlera de la situation des anciens, s'il faut ainsi les appeler, les nouveaux députés, mais anciens ministres qui résistent encore à rendre l'établi. Pourtant, ils ont choisi d'être candidats. Que disent les textes? Est-ce qu'ils doivent-ils combiner ou ils doivent choisir soit rester ministre pendant les temps qui séparent la prochaine nomination ou alors laisser les ministères aller à l'hémicycle pour essayer de parler de la nation. Première thématique. La deuxième, ou le deuxième dossier parlera à qui profite, bien entendu, les guerres, si vous voulez bien, la guerre qui existe entre l'EPST et l'Inspection Générale des Finances, IGF. Il y a des guerres, il y a une guerre froide entre ces deux institutions qui, du reste, doivent travailler pour le bonheur du peuple congolais, à la réussite de Monsieur le Président de la République. Nous citons Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'à retenir de ce qui se passe de l'autre côté. Notre invité va essayer d'en dire quelque chose. La troisième thématique ou le troisième dossier concerne la situation à Goma. Il est congolais, il va dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il pense à ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Goma, à l'est, bien sûr, de notre pays qui est la RDC. Il est seul, lui, ce monsieur Eli Akodi, il est communicateur du parti Action pour le Peuple, APP, bien sûr, le parti intégrant de l'Union sacrée de la nation. Ils soutiennent aussi la vision du président de la République. Nous citons Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Eli Akodi, bienvenue dans ce magazine. Merci beaucoup, chers journalistes, pour songer de m'inviter sur votre beau plateau comme celui-ci. Donc cet honneur-là me va tout droit au cœur pour partager cette petite expertise que nous avons sur la scène politique congolaise. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Déjà une première, vous nous suivez à la maison. Aujourd'hui, c'est votre tour d'occuper ce fauteuil. Quelles sont vos impressions déjà? Effectivement, c'est un très beau cadre. Surtout qu'avec des journalistes professionnels de votre État, sans oublier M. Sarif que j'ai toujours suivi en distance pour le compte de cette émission, bien que nous faisons beaucoup d'émissions avec lui sur d'autres chaînes, mais c'est ma toute première fois de venir, mais c'est un cadre vraiment plaisant. Merci beaucoup, l'honneur est de nous, de vous avoir accueilli sur ces plateaux. Alors, nous allons affronter, je crois que nous sommes le soir déjà, les Congolais sont en train d'affronter les Ivoiriens, c'est-à-dire léopard contre éléphant. Votre point de vue en tant que Congolais, compatriote? Oui, comme les Français disent, on ne chante jamais la la victoire avant la guerre. Mais je pense avec l'équipe que nous avons, qui est une synergie des professionnels, je pense que le résultat sera positif parce qu'en voyant l'effectif des Camerounais, je vois déjà les 4 professionnels de leur côté. Les Sénégalais, les Ivoiriens qui ne feront pas partie de cette grande duel qui sera ce soir. Donc la victoire, je peux pronostiquer même en faveur de la RDC, ça sera déjà notre avantage au Maroc.
Merci beaucoup. Ça sera pour l'avantage des Congolais. Alors, nous abordons déjà les premiers dossiers. Ici, c'est les gros dossiers. Alors, il y en a eu 3. Le premier, nous commençons. La résistance de ministres qui ont été élus, députés. Les textes sont clairs. Soit vous restez député, vous allez à l'hémicycle, soit vous continuez à occuper votre siège dans le gouvernement. Ils ne veulent pas, ils veulent combiner les tout. Vous, comme Congolais, comme acteur politique, qu'est-ce que ça vous fait, cette réticence? En quelque sorte, je dis, ils ont tort et raison en même temps. Pourquoi ils ont raison? En premier lieu, parce que la séance qui était pour la validation de leur mandat, c'était une courte durée. D'ailleurs, moi, je n'appellerai pas de la session, donc de la rentrée parlementaire, parce que selon la constitution congolaise, lorsqu'on parle du Parlement, on va toutes les deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat constituant deux, qu'on appelle le Parlement. Donc c'était une session extraordinaire seulement pour l'Assemblée nationale. Alors cette phase, ça peut nous permettre, du côté de la raison, ça peut nous permettre pour qu'il y ait cette période de préparatifs pour voir là où ils pouvaient donner ou laisser les ponts à leurs intérimaires afin de bien poursuivre leur vision ou leur programme de gouvernance comme ils avaient initié tout au départ. Mais ils ne peuvent pas avoir cet égoïsme de vouloir manger toutes les 2 jours. C'est-à-dire, ils doivent comprendre que la République démocratique du Congo compte plus de 100 millions d'habitants. Alors, si on t'offre déjà cette chance-là d'être élu député national, donc c'est une grande responsabilité. Donc pour mieux servir le pays, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, tu peux être aussi au niveau de l'Assemblée nationale et puis servir votre nation comme les vrais patriotes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, avant d'accéder à de grandes responsabilités en République démocratique du Congo, il faut avoir ces 3 qualités. La première, avoir l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire comprendre que l'autre partie de toi est dans l'autre. Lorsque tu vas, autre Congolais, souffrir, tu dois souffrir en toi parce que tu comprends que c'est l'autre Congolais qui a les mêmes ça comme toi, qui a la même terre que le Congo comme toi et qui a les mêmes besoins comme toi. Avoir le patriotisme. Le patriotisme, comprendre que ça, c'est pour l'intérêt du pays. Pour l'intérêt du pays, c'est-à-dire nous pouvons nous partager les responsabilités afin que tout le monde joue bien son rôle, bien qu'à solo, chacun va apporter ou va démontrer de quoi il est capable. Alors, cette cumul de fonctions, c'est ce qui paralyse la plupart d'activités. Vous allez voir un enseignant des universités qui est en même temps député national, mais qui travaille ailleurs, qui a des charges familiales, et ça ne permet pas pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Ce sont des petits problèmes que nous connaissons, qui sont d'ailleurs au quotidien, et que nous avons toujours reproché à ceux qui nous gèrent. Autre chose, nous devons avoir la divinité. C'est ça la 3e composante, je disais. La divinité, c'est-à-dire quand quelqu'un a à cœur déjà cette capacité divine, il n'aura pas cet esprit d'égoïsme, parce que la Bible, comme nous les chrétiens, prohibe directement ça. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il me suffit d'avoir paix, parce que nous sommes tous passagers sur cette terre. À quoi vouloir tout gagner, être en même temps ministre, être député national, tout ça. Donc, ils n'ont pas cette composante-là de la divinité à eux. C'est ce qui va troubler même les pays des lendemains. Monsieur Elie, avoir l'attitude d'abord, parce que tout part des intentions. Vous avez dit, voilà, il y a la législature qui n'avait pas encore commencé, on devait attendre le décembre que ça soit réuni. Mais les bons sens, parce que là, c'est clair, on attendrait, on parlerait, nous disons conditionnel, on aurait appris, voilà, qu'une requête serait diligentée de l'autre côté de Cour des comptes pour essayer d'interpréter cet article. Et pourtant, l'article
est bel et bien clair. Est-ce que nous pouvons dire qu'il s'agit d'une escroquerie, que ce, entre guillemets, permettez si les termes forts, ou bon, c'est carrément une gloutonnerie que ces élus, on les appelle comme ça, nationaux, veulent faire par rapport aux autres? Malgré que je n'ai pas bien saisi votre question au départ, lorsque on parlait de la responsabilité des députés nationaux, c'est-à-dire nous étions dans une phase de la conquête du pouvoir. Et quand vous réussissez à bénéficier de la confiance du peuple congolais, ça serait mieux de servir le même peuple à tout dévouement. Lorsque je parlais ici de ce patriotisme-là, c'est-à-dire quoi? Vous devez d'abord être conscient que le pays appartient à tout le monde. Et quand vous avez cette qualité-là, vous verrez que tout ce que vous allez faire, vous essayerez de faire à toute loyauté. Alors que les gens qui accèdent à de grandes responsabilités, la plupart, je ne dis pas tout le monde, parce que quand je prends des grands responsables de ces pays qui se sont distingués dans d'autres domaines, vous voyez qu'ils agissent toujours à toute loyauté, alors que la plupart d'entre eux, du reste, sont dans ces antivaleurs que nous décrions tous les jours. C'est ce que je pouvais penser sur ce thème, bien que je ne suis pas juriste, pour donner les dispositions légales qui concernent ces derniers, mais je pense que le bon sens peut être l'atout pour tout un chacun. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi ils ne veulent pas partir? Si on peut, on comprend, vous êtes politique, vous avez beaucoup de réticence, vous ne voulez pas tirer sur vos collègues c'est pas, il faut ainsi le dire, mais qu'est-ce que, même du côté, vous avez parlé de l'humanisme, le côté de la divinité, ces élus ont bâti campagne. Ils ont eu à présenter leur vision par rapport à ce qu'ils veulent faire une fois élus à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, la population leur a fait confiance. On vous a octroyé un poste, un mandat de 5 ans. Vous voulez maintenant abandonner ces mandats pour aller faire autre chose. Vous ne pouvez pas oublier que ce sont des politiques. Lorsqu'on parle de la politique, c'est d'abord la conquête du pouvoir. Et la conquête du pouvoir, ça, ce n'était qu'une étape. Donc, d'avoir la députation pour qu'ensuite, votre regroupement ou plateforme, vous puissiez bénéficier aussi les postes ministériels. Et à ce sens-là, quand je parle, je sors un peu de cette casquette-là du politique pour rentrer dans ma peau du Congolais. C'est-à-dire quoi? Nous devons comprendre que la responsabilité de représenter toute une communauté, parce que le mandat du député national est national, bien qu'il ait été élu à une circonscription électorale au niveau du territoire. Mais comme ce mandat-là, c'est pour représenter cette population, ils doivent être souciés de ces derniers qui les avaient donné quand même cette confiance-là. Parce que moi, par exemple, c'est ce que je parlais d'ailleurs avec un ami ce matin, quand j'ai fini mes études, je suis parti m'enrôler dans l'armée pour être militaire, bien que j'étais déclassé après les concours. Pour être sincère, que je n'avais pas réussi. Sinon, j'ai estimé les énergies que j'avais, la capacité intellectuelle que j'ai possédée. Je disais, avec ça, je peux bien servir ma nation. Tu vois que j'ai pris une direction qui est dangereuse pour servir la nation. Alors que toi, on t'envoie à un lieu où tu es bien rémunéré, où tu es pris en charge par le gouvernement, et puis tu abandonnes cette responsabilité. Il y a des gens, je vous donne un exemple, il y a des populations qui souffrent et qui meurent même pour voir ces élus qui sont là au Parlement. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne tiennent pas compte de toutes les souffrances là, de ceux qui les ont donné cette confiance pour abandonner cette grande responsabilité et chercher les intérêts particuliers, alors qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de lois qu'ils peuvent voter ou beaucoup de contrôles parlementaires qu'ils peuvent initier contre les ministres pour qu'il y ait cette transparence que nous avons toujours souhaitée dans nos institutions. Maintenant, vous êtes Congolais.
je vous laisse maintenant devant votre conscience. Que peut-on retenir de cette attitude de ces nouveaux députés, autrefois ministres, qui ne veulent pas partir? Ce que moi je peux demander à mes frères, si je peux avoir la chance d'être suivi par l'un parmi eux, le pays ici a plus de 100 millions d'habitants. Lorsqu'une portion de la population vous donne cette confiance par rapport à votre programme de gouvernance, votre projet de société, vos actions ou votre campagne électorale, c'est-à-dire il comptait sur vous. Alors, pas nécessairement sur votre suppléant, par exemple, parce qu'il y aura tendance qu'il les laisse aux suppléants cette place-là. Or, la population ne voyait pas directement ces suppléants, plutôt les députés qui sont élus. Fort malheureusement, nous connaissons la scène politique congolaise, tout le monde voudra entrer dans les mangeoires et puis nous allons comprendre la suite. Là, vous avez ouvert encore une très belle brèche. Ces députés ont pour suppliants leurs enfants, leurs femmes, leurs cousins, leurs neveux. Pourtant, dans leur parti politique, il n'y a pas que le membre de leur famille, il y a aussi d'autres membres. Mais vous verrez, ils se précipitent pour aller au gouvernement pour que le mandat du député soit légué soit à sa femme, soit à un autre membre de sa famille. Pourtant, la République débourse de l'argent, non pas pour sa propre famille, mais pour le bon fonctionnement des institutions, pour le bien-être de tous les Congolais. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer, ça sera peut-être la dernière question pour cette thématique, est-ce qu'on peut toujours continuer à faire confiance? 2028, c'est pas loin. 2028, c'est pas loin. Est-ce qu'on devront nous faire confiance aux députés qui viendront? Autrefois, il était ministre, il vient chercher encore un mandat électif. Première question. Deuxième question, est-ce qu'il peut y avoir une loi au niveau, je ne sais pas, ça peut être promulgué par eux-mêmes ou je ne sais pas, le président de la République ou d'autres institutions, pour que tout député ne peut plus être éligible au ministère? Dès lors que vous êtes élu député, vous devez rester faire votre travail. Maintenant, pour être ministre, on doit choisir d'autres personnes pour éviter chevauchement. Une telle démarche serait-elle possible? Ah oui, avant d'arriver là, j'ai une petite question que je me suis j'ai toujours eu cette petite question, de savoir pourquoi la population vote les gens qui ont pour suppléants les enfants ou leurs enfants ou leurs femmes. Mais ça, la faute appartient à qui? Ils ne le disent pas. Non, mais on affiche. Lorsqu'on présente toutes les candidatures, il y a toujours l'affichage des candidats et leurs suppléants, le premier et le deuxième. Alors, quand vous trouvez un candidat déjà avec comme suppléant sa femme ou sa petite sœur, son petit frère ou son cousin, carrément, vous devez comprendre que ça, c'est du népotisme. Par exemple, chez moi, à Lomela, celui que j'ai toujours soutenu, le président de mon parti politique, le patriarche Jean-Albert Ekumba Kiombata, a placé le premier suppléant, quelqu'un d'une autre tribu, le deuxième suppléant de l'autre tribu encore. Donc, il nous a même épargné de prendre les gens même de sa propre tribu. Ce sont les valeurs que nous voulons que toutes les communautés puissent incarner. Alors, par exemple, ici à Kinshasa, quand un candidat vous présente son suppléant et que vous connaissez bel et bien que c'est son propre fils ou c'est le fils de son grand frère ou sa petite sœur, et puis vous soutenez ce candidat, à qui la faute? Je vois que la première responsabilité, sans nier la responsabilité des députés nationaux qui jouent ces mauvaises manigances, la responsabilité reviendra aussi à la population congolaise qui, aujourd'hui, nous sommes peut-être à la 3e législature et nous sommes quand même matières pour comprendre que voilà, la première fois, nous avons commis des fautes. Cette fois-ci, nous pouvons quand même corriger les erreurs du passé, mais nous continuons à produire les mêmes résultats comme celles de l'année passée. Et c'est ce qui me touche particulièrement. Quand on vous présente
ça je souhaite pour le cas qui restera pour le Sénat, avec nos députés provinciaux qui peuvent comprendre que lorsqu'il y a déjà un candidat qui a pour suppléant sa femme, son petit frère, les membres de sa famille, c'est du népotisme. Et nous ne pouvons plus soutenir de pareilles personnes pour que ce mauvais système puisse continuer. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure de est-ce qu'il peut y avoir une loi qui, dorénavant, va interdire tout député qui a un mandat électif d'être élu ou d'être nommé une autre fois ministre pour éviter ces dérapages qui consistent à léguer les postes qu'on vous a donnés par la population à quelqu'un d'autre dont la population n'a pas fait confiance. Il y a un adage que je vais directement traduire en français, Tétéla, qui dit: avez-vous déjà vu quelqu'un, on l'envoie pour prendre du riz, il part prendre les déchets? Or, toutes les lois sont votées au niveau du Parlement. Tout à fait. C'est ces législateurs-là qui sont d'ailleurs très contents de se voir être remplacés par les membres de leur famille et abandonner ces postes de la députation nationale pour concourir au poste du ministre ou autre mandataire de l'État. C'est ça le vrai problème. Si il y a les amendements qu'on peut faire dans cette constitution, ou parce qu'il y a même des propositions pour passer à la constitution de la 4e République, ce sont des questions qui peuvent être, je peux dire, cruciales, qui peuvent revenir à la population congolaise, et puis nous allons valider, parce que lorsqu'on va passer par référendum, par exemple, nous allons lire et puis faire comprendre à la population les dispositions de la Constitution qui ne marchent pas et donner vraiment les règlements par rapport même à la loi électorale, comment les modalités peuvent être bien tracées pour que nous ne répétions plus les mêmes erreurs que nous avons à connaître pendant ces 3 législatures passées. C'est ce que je pense au moins. Alors, M. Elie, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, parce que la nomination de ministre revient au pouvoir régalien, discrétionnaire même, du chef de l'État, président de la République, on peut dire qu'à ces stades, seul le chef de l'État peut nous épargner de cette cacophonie? Choisir, voilà, vous avez été ministre, maintenant vous êtes député, vous ne pouvez plus, ou pour lui, de ne prendre pour ministre que ceux qui n'avaient pas eu le mandat du peuple. Je ne peux pas être menteur pour mentir la population congolaise. On n'est pas sous d'autres cieux, nous sommes en République démocratique du Congo. Et nous savons la bataille. Qui est ce président du regroupement politique ou du parti politique qui peut accepter perdre le plus grand homme de son parti politique pour nommer ceux qui n'avaient pas concouru? Non, je pense que ça sera ce que moi je qualifierais de l'illusion ou comme Karl Marx appelait l'eschatologie du grand soir. Non. C'est-à-dire, nous devons nous adapter aux réalités congolaises. Et quant à moi, ce n'est même pas ça le vrai problème. Le vrai problème reste le problème de l'homme congolais. Même si on prenait les gens qui ne sont pas députés, on les plaçait au poste ministériel, s'ils ne sont pas compétents, s'ils n'ont pas cet amour du pays, vous verrez que nous allons faire la ronde et les résultats ne seront que les mêmes. D'où nous devons d'abord avoir la culture d'État. Savoir que lorsque tu reçois la responsabilité étatique, c'est pour initier des projets, des programmes de gouvernance, pouvoir servir à la population de se retrouver. Alors que quand nous plaçons nos intérêts avant toute chose, c'est ce qui pose problème. Parce que même si, comme je disais, si on prenait quelqu'un qui n'est pas député national, mais qui met déjà dans sa tête que c'est notre tour, et les membres de sa famille qui crient dès la nomination, voilà, Tokomi Pena pouvoir. C'est ce qui va poser problème. Or, si on avait cette culture de comprendre que l'affaire étatique, c'est pour la survie de toute la nation, ce n'est pas pour nos intérêts mesquins de nos familles. Ça sera vraiment la chose la plus bonne pour occuper les responsabilités étatiques dans notre pays. Merci.
Alors, merci beaucoup. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, nous sommes la prochaine télévision, la télé au cœur de la population. Nous vous diffusons ce programme Gros Dossier qui parle des points saillants de l'actualité de tous bords, qui reçoit pour ce jour M. Eli Akodi. Il est membre de l'Union Sacrée avec son parti APP qui veut dire Action pour le peuple. C'est avec lui que nous sommes en train de développer ces quelques thématiques retenues pour votre attention. On vient de terminer la toute première consacrée à la résistance des membres du gouvernement pour quitter le fauteuil pour aller à l'hémicycle là où ils ont reçu mandat du peuple. Nous attaquons le deuxième. Il y a ça tire à boulet rouge, ça sent très mauvais entre les acteurs ou les animateurs des deux institutions. Nous citons l'EPST et l'IGF. Vous, comme étant Congolais, quelle peut être votre analyse ou votre point de vue quant à voir ce qui se passe entre les deux grandes institutions qui sont censées donner une belle image du président de la République qui leur a fait confiance de les gérer? Moi, j'acclame, si on appellerait ça le conflit, j'acclame ça. Comment ça? Parce que une institution qui est censée être au contrôle ne peut pas être en bon terme avec d'autres. Il doit y avoir cette petite distance pour qu'il y ait cette rigueur qui sera avantageuse à la population congolaise. Je vous donne un exemple. Lorsque un policier n'est plus craint par la population ou n'a plus ses pouvoirs dissuasifs en face de la population, il se familiarise. Vous savez ce que ça donne comme résultat. Il y aura des laissés-aller, il n'y aura plus. Donc on peut voir même un policier passer comme ça et deux personnes se bagarrent. Or, quand il y a ces petits écarts entre celui qui contrôle et celui qui gouverne ou qui a la gestion d'une institution publique, vous verrez qu'il y aura, ça va nous donner un très bon résultat. Je vous donne un autre exemple. Avec des entreprises privées. Lorsqu'ils sont dans une concurrence, ceux qui profitent, c'est la population. Vous verrez que l'autre voudra baisser son prix pour attirer plus les concurrents, augmenter la qualité du produit pour qu'il donne plus la satisfaction à ses clients, afin que ceux qui sont dans l'autre cas puissent joindre sa consommation. C'est un peu ça, c'est ce que ça peut nous produire. Alors, ça sera mal à quel niveau? S'il y a déjà des prédispositions de se nuire. Or, les institutions ont besoin de la synergie pour qu'il y ait un bon avancement. Bien que je ne vais pas, ce sont toutes les institutions qui travaillent pour le bien de ces pays, en voyant les efforts fournis par Gilles Alinguetti à la tête de cette institution qui était devenue aveugle, aujourd'hui qui devient plus voyant que même les yeux de l'aigle. Ça m'estomaque, ça me touche. Parce que voir comparativement avec ce que le ministre Tony Mwaba a fait avec l'enseignement primaire, avec cette gratuité, cette réussite, ça m'a touché. Et c'est pourquoi j'appelle tout le monde à se ressaisir. Ils ont déjà manifester ou présenter au peuple congolais ce qui était très important pour leur mandat. Alors que ça ne soit pas une catastrophe. Nous sommes déjà à la fin du mandat, nous sommes d'ailleurs au renouvellement du mandat. Au lieu d'envisager pour la continuité de ces belles actions que nous avons vécues pour le premier quinquennat, nous surprendre avec des actions qui n'honorent pas, et surtout quand j'ai vu les inspecteurs entrer tout droit jusqu'à la caisse et puis ce qu'ils reprochent, par exemple, à l'EPST, au comptable de l'EPST. Quant à moi, c'est inacceptable. Parce que selon nous, en gestion des entreprises et organisations du travail, lorsqu'on parle de la caisse, on voit même la poche. La poche constitue une partie de la caisse. Ce n'est pas la caisse, n'est pas ces morceaux de plan, un coffre-fort. Non, ce n'est pas ça la définition de la caisse. C'est ce qui est liquide
qui est facilement dépensable par l'entreprise ou l'institution. C'est-à-dire ce qui est disponible. D'ailleurs, c'est ça les termes, lorsqu'on parle le disponible, quant au comptable, ils comprennent directement que c'est la caisse. Or, le disponible, c'est ce qui est près de vous, qui peut être la poche, votre porte-monnaie ou votre coffre-fort. Alors, quand vous partez regarder, par exemple, dans les coffres-forts ou dans cette boîte-là, vous dites, il n'y a rien. C'est l'imaginaire, c'est quelque chose qui reste jusque-là flou. Parce qu'ils allaient d'abord passer par les comptables. D'ailleurs, il y a toujours, je peux dire, on peut déjà avertir au comptable, voilà, nous allons passer au contrôle. Ils peuvent bien classer leurs documents et puis présenter les résultats. C'est ça ce qui devrait se passer. Mais surprendre une institution, comme je suivais la déclaration du ministre Tony Mwaba, donc, ça ne peut pas se faire comme ça dans un état de droit que nous sommes. Donc, c'est inadmissible. Avec beaucoup de respect que je donne ou de considération que je donne à cette grande institution qui a fait que notre budget puisse accroître, qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions avoir quand même les avancées significatives dans tous les domaines, en prenant par exemple l'infrastructure. Aujourd'hui, nous étions, depuis 1960 jusqu'à 2018, on n'avait que 44 ponts. Avec l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous passons de 44 à 144 points. Donc 100 points de surplus. Ce sont des choses qui font étonner le monde. Alors, avec ces acquis, nous devons les pérenniser au lieu d'entrer dans ces petits guérillas qui ne doivent pas bénéficier à la population congolaise. Donc, ça ne sera pas une bonne chose. Il faut mettre un peu d'eau dans votre vin pour quand même garder votre dignité et ça sera une très bonne chose. Alors, M. Kodi, voilà, selon vous, vous condamnez la démarche prise par les inspecteurs de l'IGF? Voilà. Moi, la procédure bien que le procès Ngwabika disait toujours aux étudiants du droit qu'un juge ne consomme jamais une bête qui a une seule oreille. J'ai eu le temps de suivre minutieusement le ministre Tony Mwaba qui donnait la déclaration en quelques minutes qui suivaient ce qui s'est produit au niveau du ministère de l'enseignement primaire. Alors, je me suis confié en cherchant d'autres informations. Jusque-là, il n'y a pas de contradiction. Mais si ça marchait de la manière que le ministre de l'enseignement primaire a dit, donc nous devons tout petit peu reprocher, pas à l'IGF comme institution ou à Gilles Linguet comme d'autres gens en parlent, le commun des mortels fait des bruits par-ci et par-là. En parlant de ces inspecteurs qui étaient descendus, peut-être qu'ils avaient fauché quelque part pour ne pas respecter la procédure comme se doit. Alors, ils peuvent, ce que moi je peux demander, parce que je trouve la grandeur entre ces deux personnalités, Tony Mwaba et Gilles Linguetti, ils peuvent se converger, se voir, se parler, et puis calmer cette situation qui ne bénéficiera en aucun cas à la population congolaise. Monsieur Elie, ils ne sont pas à leur première grégaire, mais pourquoi pas avec les autres ministères, seulement avec les ministères de l'EPST que ça pose problème? On sait que l'IGF n'est pas seulement IGF pour contrôler les PST, il fait son travail aussi dans d'autres secteurs ou dans d'autres ministères. Mais pourquoi il y a toujours cette grégaire entre les PST et l'IGF? On peut dire qu'on sommes tentés, parce que nous réfléchissons à haute voix, on peut être tenté de penser que il y a un problème entre les animateurs dont vous venez citer les noms, les dirigeants de ces institutions. Bon, comme mon maître me disait toujours, qu'il ne peut pas y avoir divorce entre un homme et sa femme pour un seul problème. Donc, il y a d'autres problèmes qui sont latents. Des cadavres dans les placards, voilà, que nous ne savons pas nous voir. Ne savons pas. Alors, ce qui n'est pas révélé n'est pas pour nous. Nous ne parlons que de ce qui est visible. Alors, si la logique était pour les contrôles et qu'ils ont procédé comme ça, bien qu'il peut y avoir les anguilles sous roche, mais nous critiquons ou nous condamnons ce qui est d'abord actuellement. Et s'il y a d'autres affaires qui étaient au passé, ça,
tellement nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants. Moi, comme patriote, moi, comme Congolais, je ne donne que conseil pour ces des grands responsables qui nous ont fait étonner à l'EPST et à l'inspection générale de finances. Ce sont des grands hommes qui méritent les éloges, mais malheureusement, ce qu'ils veulent produire, qui ne nous attendent pas ce que disent la population, qui ne nous attendent pas ce que disent les communs des mortels, qui se saisissent pour prendre des décisions comme les grands hommes. Alors, le comble est que cette situation se passe au vu aussi de tous. Les réseaux sociaux sont inondés, les télévisions sont inondées. Est-il impossible de voir, comme on dit, le linge sale se laver en famille, les retirer, essayer un peu d'en parler dans les coulisses pour régler ces problèmes au lieu de nous présenter un produit ou une recette assez indigeste qui ne les honore pas. Vous avez tout à l'heure évoqué leur prouesse. Est-ce qu'ils ne peuvent pas arranger ça dans les coulisses pour éviter ce qui se passe aujourd'hui? Le président de la République étant le garant du bon fonctionnement des institutions et surtout que l'inspection générale des finances dépend directement de la présidente de la République. Et je pense que le ministre Tony Mwaba fait partie de son parti politique, bien qu'il s'est débarrassé comme président de la République, mais c'est quelqu'un qui connaît physiquement, et qui peut facilement appeler même par téléphone et puis s'échanger, qu'il puisse créer cette commission de conciliation pour qu'on puisse en tirer cette affaire. C'est ce que moi je peux demander au président de la République et même ces services qui nous suivent à ce moment pour vraiment initier cette démarche de conciliation. Là où il y a beaucoup de gens, le problème ne manque pas, mais la grandeur se démarque ou se dégage par rapport à leur capacité de gérer les conflits, à leur capacité de résoudre leurs différends. C'est ce qui reproduit, c'est ce que les grands hommes font. Alors, qu'est-ce que moi je peux souhaiter? Si ils ne s'attendent pas, il faut s'obscurcir des médias. Parce que vous les journalistes, quand vous voyez de tels faits, vous voulez créer beaucoup d'actualités sur ça et c'est ce qui va poser problème. Et quand vous tendez un micro, chaque fois vous voulez parler, réagir, tout ça, c'est ce qui va encore mettre l'huile dans le feu et puis ça va encore reproduire d'autres résultats catastrophiques. C'est ce que nous conseillons et que je demande à ces deux grandes personnalités qui ont honoré le chef de l'État en plaçant la confiance à eux pour nous donner les résultats que nous avons aujourd'hui. Alors, ils sont déjà dans la phase de sortie, peut-être de continuité, qu'ils préservent leur grande personnalité, qu'ils ne se laissent pas être conduits par les sentiments ou par des provocations ou incitations par leurs collaborateurs. C'est ce qui ne sera pas une très bonne chose pour leur réputation ou leur image. Ce qui ne sera pas une bonne chose pour l'image du pays. Vous qui nous suivez, nous continuons avec ces magazines qui reçoit pour vous M. Eli Akodi. Nous l'avons présenté comme communicateur du parti APP, qui veut dire Action pour le peuple. Si vous êtes en train de suivre, il parle sans état d'âme, sans parti pris, mais il coupe la proie en deux pour le bien du peuple congolais. Alors, nous prenons la dernière thématique s'agissant de ce qui se passe actuellement dans la ville de Goma. Vous, comme compatriotes, Goma, comme les autres entités de l'Est de la République démocratique du Congo, sont en train de subir beaucoup d'atrocités créées par les ennemis bien identifiés par nos services. C'est notre voisin connu au nom du Rwanda et son président. Les services l'ont déjà prouvé plus d'une fois. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que vous savez, je vous relance aussi, lors de la campagne, le chef de l'État avait dit une moindre escamouche à l'Est, une seule balle qui tombe à la tête d'un Congolais ou un Congolais tué, les forces de la RDC seront obligées de se prendre en charge.
aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que Vraiment? ces gens sont en train de défier la RDC ou bon, c'est comme toujours l'insécurité qui, d'une façon ou d'une autre, s'est fait de manière que ça a été fait, toujours? Voilà, c'est une question qui touche vraiment à la survie de tout un peuple et des générations. Vous savez, avec les Canadiens, lorsqu'ils parlent, ils parlent de la terre de leurs petits-fils. Contrairement à nous qui disions la terre de nos ancêtres. Pourtant, les ancêtres sont déjà partis. Voilà. C'est une affaire qui ne nous concerne pas seulement nous seuls, mais c'est pour la survie des générations futures. Alors, je peux vous faire étonner pour vous dire que l'armée congolaise se place en deuxième position après l'armée céleste. Pourquoi? Antonio Guterres a donné une déclaration sur les antennes d'RFI et la France 24 pour dire que l'armement KLM 23, même la MONUSCO ou l'ONU ne peut pas faire face. Or, le projet des agresseurs rwandais, parce que, j'ouvre une parenthèse, nous devons quand même fixer l'expression ou le concept employé. Lorsqu'on parle tantôt des rebelles de M23, tantôt la rébellion, les agresseurs du Rwanda, selon ceux qui ont fait les relations internationales, il faut comprendre que ceux qui appellent cette guerre la rébellion accuse la RDC. Parce que devant le Conseil de l'ONU, ils ne peuvent combattre que lorsqu'il y a l'agression par un autre pays. Parce que la rébellion, on s'entend de la révolution de la population qui est à l'interne, qui réclame leurs droits ou qui veulent manifester leur mécontentement à un régime. Pour le cas échéant, nous sommes en face d'une agression. Ce terme-là de la rébellion ou du terrorisme doit être banni par la population congolaise et même par les dirigeants. Parce que devant le Conseil des Nations Unies, nous avons le droit de solliciter le soutien de la MONUSCO ou de l'ONU pour combattre les Rwandais. Parce que dans cette charte, dans la charte des Nations Unies, on interdit à d'autres pays membres de l'ONU d'attaquer notre pays. Sinon, le Conseil ou l'ONU va se liguer avec l'autre pays qui est agressé pour contre-attaquer les pays agresseurs. C'est ce que dit la charte. Or, quand nous déclarons de cette guerre du mouvement terroriste de M23, qui est le mouvement qu'on qualifie d'être alimenté par les Congolais, et d'ailleurs même d'autres responsables congolais disent que l'M23 ne bénéficie que le soutien. D'une part, ils veulent dissocier les rebelles de ceux qui les soutiennent. Or, sous la table ronde au Conseil des Nations Unies, on n'aura pas un discours pour condamner directement les Rwandais. Ça, c'est la première considération. Lorsqu'Antonio Guterres a dit la RDC, la MONUSCO ne sera pas capable de faire face à M23, face aux armements. Leur ambition n'était pas seulement de se limiter à Rutshuru, mais c'est d'entrer jusqu'à Goma. Mais qu'est-ce qui les fait empêcher pour ne pas franchir les lignes? Parce que nous avons une armée. Parce que nous avons une force. Vous voyez, avec la loi sur la programmation militaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait trouvé le budget de la République démocratique du Congo pour le compte de l'armée à 400 millions. Après 3 ans après la séparation avec le FCC, nous sommes passés de 4 millions à 2 milliards 500 millions. C'est une évolution. Et ça prend en charge dès la formation jusqu'à la retraite des corps armés. Vous voyez que c'est une très bonne politique utilisée parce que pour parler de la force d'une armée, il y a au moins 7 critères. Le premier critère, c'est d'abord les budgets alloués dans l'armée. Dans toutes les armées du monde, on voit les budgets alloués. Quand on classe par exemple les États-Unis ou la Russie en première position,
c'est par rapport au budget alloué. La deuxième des choses, par rapport à l'effectif. C'est pourquoi on classe même la Chine et l'Inde comme les 3e et 4e position par rapport à leur effectif. Il y a le nombre d'avions de chasse, de chars de combat et autres. Et en tenant compte de l'effectif de l'armée, vous allez voir que la République démocratique du Congo a fait des avancées significatives en enrôlant pour la première fois plus de 5000 PMF. Donc les femmes dans l'armée et plus de 10 000 hommes. Ça, c'est une révolution. Donc, le chef de l'État a ce souci de mettre fin avec cette guerre. Mais il faut savoir quelque chose. C'est pourquoi je voulais quand même toucher ces livres sacrés qu'on appelle la Bible. En Luc, chapitre, je pense, 14, au verset 31. Donc, vous n'êtes pas que politique, vous êtes aussi non, la chrétien. Bible vous connaissez aussi toi. les Saintes Écritures. Bien sûr, bien sûr. Vous allez en consulter pour les biens du peuple congolais. Moi, je consulte beaucoup ces livres de sagesse. Luc chapitre 14 au verset 31 qui dit ainsi. Ou que le roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Et le 32e verset nous dit, s'il le peut, il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Le président de la République ne pouvait pas se réveiller le premier quinquennat pour s'attaquer directement au Rwanda. Non, il doit y avoir un préparatif. D'abord, on était sous l'embargo avec le régime des notifications d'achat d'armes et d'équipements militaires. C'est ce qui posait d'abord problème. D'ailleurs, on devait d'abord sortir dans ça et puis préparer l'effectif. Parce que vous allez voir que nous avons un effectif colossal au niveau de l'armée bien formé pour faire face à cette éventualité. Et quand le président de la République parlait de cette contre-attaque, c'est en raison des causes en sachant déjà les budgets alloués, la formation et l'acquisition des armes. Parce que même pour faire quitter les armes au niveau de Turquie qui nous avait donné les armes, il y a eu quand même le temps. Et sans oublier qu'ils devaient, ces militaires pouvaient d'abord passer par la formation, la maîtrise de ces armements, parce que ce sont des armes, des nouvelles technologies qui doivent mériter la meilleure maîtrise afin de bien les manipuler. La deuxième des choses, avec la nomination de tous les colonels full par le président Joseph Kabila en sortant en 2018, vous allez voir que la plupart des gens qu'il avait nommés étaient de l'espace de l'Est du pays, qui sont devenus des généraux. Or, il y a des secrets d'État ou d'armée qui se traitaient à l'intérieur et il y avait toujours de l'infiltration de ces secrets. D'ailleurs, moi je demande au chef de l'État de prendre une décision impopulaire. Parce que nous avons 4 groupes de population en RDC, entre autres les Bantous, qu'on appelle abusivement, qui sont normalement appelés les Ntou. Nous avons les Nilotiques, nous avons les Soudanais et nous avons les Pygmées. Et la plupart des généraux qu'on retient ou qui manifestent toujours cette incertitude ont toujours la morphologie nilotique. C'est ce qui nous fait étonner. Donc ce sont les gens qui sont plus des Tutsis qui avaient infiltré suite à cette brassage, beaucoup de systèmes d'infiltration dans l'armée avec l'avènement des Rwandais dans notre armée. Ça, c'est ce qui a posé problème. Et moi, je demanderai au chef de l'État pour qu'on mette d'abord à l'écart, parce que l'heure est grave. L'heure est grave, ce n'est plus le temps de prendre des décisions avec l'état d'âme, mais plutôt prendre des décisions qui sont intrinsèques pour comprendre qui mettre à la place qui fait défaut. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de places qui font défaut et que les gens ne savent plus quoi faire. D'où on doit d'abord isoler toutes les catégories, parce qu'il y a des anthropologues qui doivent maîtriser, qui doivent comprendre toutes les morphologies
de ceux qui occupent de grandes responsabilités au sein de l'armée. Parce qu'il y a des signes forts, des nilotiques qui sont toujours appréhendés ou qui sont toujours attrapés, les mains dans le sac avec ces mauvaises pratiques de l'infiltration de notre armée. D'où le chef de l'État, moi je vous encourage de donner toujours des déclarations parce que nous voyons aujourd'hui que nous sommes trahis même par les gens auxquels on comptait. Nous avons vu avec l'EAC, qui était une communauté... D'ailleurs, c'est ça la prochaine question que j'allais vous poser. L'EAC qui a fait son temps et puis on croyait qu'il y aurait eu quelque chose d'assez positif. L'EAC est parti, il y a la SADC, les forces de la SADC qui sont là. Mais je suis tenté de vous poser la question... La différence entre les deux forces, c'est situé à quel niveau? Parce que lorsque les forces de l'EAC étaient là, il y avait la même situation que celle qui persistait jusqu'aujourd'hui, malgré la présence de la SADC. Voilà. Sur les 15 pays membres de l'EAC, je vous dis, nous comptons que 3 pays voisins, dont l'Angola, la Tanzanie et la Zambie. Et c'est parmi les pays qui sont irréprochables pour cette agression rwandaise. Et la plupart des pays qui se retrouvent, notamment l'Ouganda, le Rwanda, ne figurent pas parmi les membres de la SADC. Ça, c'est la première considération. Et vous savez, il y a une étude ou une discipline qu'on appelle la polémologie. Vous voyez, lorsqu'il y a le soutien des pays étrangers dans votre armée, il y a un mental ou un moral qui s'élève ou qui se relève. Nous voyons que nous ne sommes pas seuls, nous sommes sans oublier nos propres efforts, mais nous devons compter aussi sur les efforts des autres. Parce qu'auparavant, c'était la société internationale. Mais pourquoi ils ont quitté la société internationale pour la communauté internationale? Parce qu'il y a une terminologie importante en relations internationales qui est la communauté. Lorsqu'on parle de la communauté, c'est-à-dire nous avons des intérêts communs et nous avons des ennemis communs. Lorsque, par exemple, on a connu les problèmes de Covid-19, vous avez vu que toute la communauté internationale était mobilisée parce que l'affaire considérait tout le monde, parce que le virus n'avait pas comme ennemi seulement les Congolais ou les Américains ou les Chinois. Ça concernait l'humanité tout entière. C'est pourquoi ils avaient suggéré de quitter dans la société qui prend cette forme-là des intérêts seulement, mais pas la communauté pour voir les ennemis communs. Alors avec la SADC, regardez les avantages. Nous avons le pays qui ne sont pas membres de ces pays qu'on reproche d'être les suspects de cette agression. Bien que nous connaissons déjà l'agresseur direct qui est le Rwanda. Et autre considération très importante, ça va nous permettre d'appliquer ce qui est écrit dans l'article 5 de la traité de la SADC, qui dit il y a des coalitions de toutes les armées de ces 15 pays membres de la SADC pour combattre n'importe quel pays membre qui est attaqué par un agresseur étranger. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'épargner lorsque nous montons nos stratégies contre les pays agresseurs, parce qu'il est d'office considéré comme ennemi, et nous allons lui mettre dehors et nous allons concevoir des stratégies qui vont nous permettre pour lui mettre hors état de nuire. C'est ça le plus grand avantage par rapport à la SADC où les Rwandais faisaient même partie. Mais c'est que moi je voulais quand même solliciter au chef de l'État. Il y a beaucoup d'organisations internationales comme la francophonie par exemple. Dans sa charte, parce qu'ici c'est la charte sur la francophonie comme vous voyez, toujours ici parmi les objectifs de cette même charte, on dit ainsi. Je pense que ça sera aux objectifs. À la deuxième page, on dit la francophonie consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et valeurs universelles, souhaitant les utiliser au service de paix, de la coopération, de la solidarité, du développement durable, a pour objectif d'aider à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits et au soutien de l'état de droit
des hommes, tout ça, tout ça. Vous allez voir que la francophonie, c'est une institution qui pouvait nous permettre. Mais moi, je me pose une question. Comment le Rwanda, qui n'a pas, ou qui ne parle pas officiellement la langue française, peut avoir cette responsabilité au sein de la francophonie? Ça, c'est une question qui reste toujours compris dans ma tête. Or, la francophonie pouvait être une organisation qui pouvait nous aider pour des négociations. S'ils disent que le Rwanda est parmi les pays membres de la francophonie, alors ils peuvent déjà entamer les pourparlers, bien que nous avons tant lancé la main à notre frère rwandais Kagame. Pourquoi je lui appelle frère? Parce que nous sommes liés par l'Union africaine, nous sommes liés par l'EAC, par beaucoup d'organisations internationales. On est frères d'ailleurs, frontaliers. Mais par sa mauvaise foi, comme Caïn qui a manifesté sa mauvaise foi à son frère Abel, il devient aujourd'hui le diable. Et nous demandons aux organisations de la francophonie et toucher toutes les organisations pour qu'elles jouent correctement leur rôle. Sinon, le peuple congolais est bien déterminé pour prendre en main sa défense. Et puis, je pense, avec les avions de Sukhoi, avec le financement de 2 milliards 500 millions avec la loi de programmation militaire, ça va nous permettre de mettre hors état de nuire ces faux agresseurs rwandais. Alors, nous sommes en train de chuter. Nous prenons la dernière dérive de cette émission, M. Eli Akodi. Alors, quelle doit être notre attitude face à cette communauté internationale muette qui fait sourd d'oreille, qui ne veut rien faire? Parce que nous voyons la situation à l'Ukraine, ils sont tellement impliqués. La situation au Moyen-Orient, de l'autre côté, au Sahel, en fait, où il y a Israël et Hamas, ils sont présents. Mais en RDC, ça fait plusieurs décennies, ils font sourd d'oreille. Quelle doit être notre attitude, ou quelle doit être notre attitude face à ces complices, parce que d'aucuns ne cessent de le dire par rapport à leur comportement, ils font sourd d'oreille par rapport à ça. Première question, et la toute dernière pour cette émission. Le chef de l'État dit non à tout dialogue avec ces agresseurs qu'il aime bien dire, et il les nomme ainsi. Comment trouvez-vous cette fermeté depuis qu'il a dit cette phrase? Il continue à les redire et il les dira toujours avec la même fermeté. Comment trouvez-vous cette attitude du chef de l'État? 2 questions et ce sera la fin de cette émission. Voilà, les chefs de l'État, sans oublier les apports des étrangers ou de nos pays, des pays membres, de la plupart des organisations que j'ai citées, la SADC, l'Union africaine, l'ONU et MONUSCO, nous comptons sur nos propres efforts. Les chefs de l'État avaient pris 3 décisions pertinentes. La première option, c'était d'abord la conscience populaire. C'est-à-dire que la population puisse s'éveiller pour dire, nous devons dire non à cette question. Parce que, en condamnant bien sûr les Rwandais, mais la population congolaise est aussi en quelque sorte responsable de ce qui nous arrive. Vous imaginez, tout membre ou toute la population se décide de ne pas faire partie des groupes armés. Qui, M. Kagame viendra encore soutenir pour créer des troubles à la République démocratique du Congo? Personne. Le Rwanda sera obligé d'envahir ses troupes physiquement et nous allons facilement identifier l'ennemi. Donc, nous, sans nier la responsabilité des autres, nos frères inconscients qui ne comprennent pas encore la volonté du chef de l'État trahissent notre pays. Vous allez voir même au sein de l'armée, quand vous prenez M. comme William Ngoma, vous prenez M. comme Corneille Nangaa, un homme qui gire pour faire tomber Goma, entrer jusqu'à Kinshasa. Or, il sait que le passage obligé, c'est de faire couler le sang des Congolais. La faute appartient à qui? Est-ce que nous pouvons donner toute la responsabilité aux étrangers ou aux pays qui veulent nous aider? Non. Nous devons d'abord commencer par prendre la conscience de notre histoire commune, prendre conscience de notre avenir commun pour savoir prendre les décisions. Parce que quand il le dit,
nous ne voulons plus de Félix-Antoine Tshisekedi. Or, Félix-Antoine Tshisekedi lutte pour le bien commun de la population congolaise. Debout, ce n'est pas lui comme individu, mais lui comme institution, président de la République, donne des impulsions pour qu'il y ait un financement réel pour la sécurisation de nos territoires nationaux. Nationaux plutôt. Alors, vous dites, nous devons faire chasser cette personne. Non, il faut être sorcier. Moi, je demande cette option de la conscience populaire doit être encore mise en exergue. Il doit y avoir encore une forte publicité, beaucoup de motivation pour que la population puisse se débarrasser de ces Congolais conscients que je qualifie comme Willy Ngoma, comme M. Corneille Nangaa, qui ne veulent pas voir la prospérité, la sécurité de la population congolaise et la paix de la population congolaise. Deuxième option salvatrice prise par le président de la République, c'est ce que j'ai cité, des déploiements des forces armées à l'est du pays. Vous allez voir qu'il y a le renouvellement des moyens d'âge dans l'armée. Il y a eu la plupart des militaires, seulement ceux qui avaient dépassé plus de 50 ans. Alors, avec l'avènement des jeunes au sein de l'armée, nous voyons qu'il y a ce rajeunissement de la force de notre FARDC. Il y a les femmes qui adhèrent pour donner motivation aux hommes qui dormaient, qui craignaient la mort, pour comprendre que oui, nous pouvons aller, parce que ceux qui meurent ici à Kitambo, qui ont rempli les cimetières de Kitambo, des nécropoles, ne sont pas seulement des militaires. On peut servir le pays sans mourir, mais nous pouvons nous sacrifier jusqu'au sacrifice suprême pour l'intérêt de la nation. Monsieur Eli Akodi, nous rappelons que vous êtes communicateur du parti APP, Action pour le Peuple. De son Excellence Jalbert et compagnie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que prochainement vous reviendrez encore. Vous qui nous avez suivis, si vous avez aimé, dites un grand merci à celui que nous appelons Papa Benz. Lui, c'est Monsieur Benjamin Bokoté qui était derrière les caméras. Sans oublier Monsieur Stéphane Ngandou, à la fois à la technique, mais aussi à l'équipe administrative. Nous disons également un grand merci à Monsieur Paul Bongongo, le manager. Voilà, c'est grâce à cette équipe que nous sommes arrivés dans vos maisons, que nous continuons et nous continuerons encore de vous servir à nuit et jour. Si vous nous faites confiance, vous ne serez jamais déçus. Je suis Tom Smakongo à la présentation. Aujourd'hui, Sarive Mukendi a été empêché. Retrouvez-nous le mercredi prochain à la même heure. Retrouvez cette émission en rediffusion demain jeudi autour de 12h. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés au programme de la prochaine, la télévision au cœur du peuple. Messieurs et dames, au revoir. Je vous remercie beaucoup. Merci.